Et Isaac, what's up? Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais aborder un aspect aussi très important au niveau de Isaac ou toute association surtout. Je vais parler de la gestion des talents, la gestion des ressources humaines. Parce que c'est le cœur de toute association. Une association sans ressources humaines ne peut pas tenir. Donc, je voudrais donner 2 ou 3 petits conseils à toute équipe, à ESSEC, à tout comité local ou à toute association qui fait dans le bénévolat, parce que toute association, les gens rencontrent les mêmes difficultés. C'est-à-dire, au départ, ils ont beaucoup de membres, après, les membres disparaissent tout doucement, et à la fin, le président ou les dirigeants ou le bureau se retrouvent tous seuls sans membres. Est-ce que c'est parce que c'est une activité non payante que les gens ne sont pas là? Est-ce que c'est parce que c'est du bénévolat? Est-ce que c'est parce que c'est du volontariat que les gens ne viennent pas? Je ne crois pas. Je ne crois pas si vous avez mis tout en œuvre pour que les gens puissent s'épanouir. Parce qu'après tout, les gens veulent s'épanouir. Les gens veulent s'épanouir. Et je voudrais surtout encourager la jeunesse estudiantine pour leur dire qu'il n'y a pas de terrain de jeu. C'est-à-dire, quand tu as fini tes études, tu pars en entreprise. Et en entreprise, les gens ne vont pas attendre que tu viennes avec, je sais pas quoi, tu viennes là pour faire du babysitting. Non, il n'y a personne pour te babysittinger. Donc, quand tu viens, que tu as un master, tu as un MBA, tu as un diplôme d'ingénieur, on s'attend à ce que ce soit toi qui dise ou qui donne les stratégies pour qu'on puisse avancer, et non que tu attendes qu'on te donne tout et qu'on te dise voici ce que tu dois faire, voilà. Donc, la vie associative, c'est quelque chose qui est vraiment très, très, très important, et ça aide beaucoup de gens à pouvoir acquérir de l'expérience, à pouvoir acquérir de l'expertise, à avoir un terrain de jeu où ils peuvent vraiment faire toutes sortes d'erreurs et se rattraper, se ressaisir, s'améliorer pour pouvoir aller de l'avant. Ça, c'est très important. Malheureusement, beaucoup de personnes se disent « Ah, les associations, c'est des sectes, nous sommes à l'ère des sectes et tout ça. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas une secte qui, au départ, vient pour pouvoir faire semblant et puis après, on va les prendre ?» Mon frère, si tu veux réfléchir comme ça, tu ne vas rien faire, parce que les sectes, ce n'est pas aujourd'hui que ça a existé. C'est comme les confréries, ça n'a pas existé aujourd'hui, ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui, mais chacun fait son choix. J'ai choisi de pouvoir entrer là ou là, c'est moi qui conduis ma vie, c'est moi qui décide de ce que je veux faire avec ma vie. Donc si on veut raisonner comme ça, on ne va jamais avancer. C'est vrai que toute association de leaders, toute organisation qui parle de leadership, qui parle de développement personnel, forme vraiment des gens de qualité. Par conséquent, les sectes aussi ne vont pas très loin pour recruter. Pourquoi? Parce qu'ils veulent des gens intelligents. Personne n'a jamais désiré quelqu'un qui est nul. Tout le monde veut quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui est bien équipé, qui est bien instruit, quelqu'un qui a la proactivité, quelqu'un qui voit grand, quelqu'un qui a une vision, quelqu'un qui a des objectifs de vie. C'est pour cela que tout le monde court. Même le diable, il ne va pas vers les fainéants. Il part vers ceux qui ont une étoile filante, une étoile qui brille. C'est-à-dire quand il te voit, il voit en toi du potentiel. C'est pour ça qu'il vient te recruter, pour que tu puisses bien travailler dans son royaume ténébreux. Donc, ne croyez pas que le fait de fuir une association, je ne sais quoi, vous épargne de quoi que ce soit. Non, c'est plutôt vous qui deviez fixer des bases, des règles de fonctionnement, des principes de vie. Parce que si vous prenez les entreprises, sur 10 entreprises, je ne pense pas que les chrétiens ou les musulmans ou je ne sais quoi ont beaucoup d'entreprises où ils embauchent, ils peuvent absorber toute la population. Par conséquent, quand toi-même tu te dis sain et que tu n'es pas capable d'être dans le business pour pouvoir aussi donner l'opportunité à tes frères et sœurs d'être à l'abri, ça ne sert à rien de bavarder. Donc, si tu as des principes de vie, quand ça te dépasse, tu prends tes 2 pieds, tu sors. Voilà. Donc, je reviens sur le sujet de ce jour qui est le département des ressources humaines
le Talent Management Team pour dire aux gens de AIESEC que l'AIESEC est une des associations extraordinaires. Comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, l'AIESEC n'entre pas à l'AIESEC qui veut, mais entre à l'AIESEC les gens de qualité, des gens qui ont déjà des prédispositions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'AIESEC fonctionne comme toute entreprise. On n'entre pas à l'AIESEC parce qu'on s'ennuie chez soi, non. Pour entrer à l'AIESEC, il y a tout un processus qui est mis en place, c'est-à-dire un recrutement où on vient, on vous présente l'organisation. Si ça vous intéresse, vous postulez avec vos dossiers, vous passez au test écrit, vous passez au test d'anglais, excusez, et vous passez maintenant à l'interview, l'entretien. Et après, lorsque on finit tout cela, vous êtes sélectionné et vous êtes en observation pendant une certaine période, certains pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, le temps qu'on voit ici vraiment ce qu'on a vu, parce qu'il y a des gens qui sont très brillants à l'écrit, mais physiquement, ils peuvent ne pas être répondants. Donc, quand vous finissez votre processus, on vous observe sur une certaine période pour voir si vous avez vraiment mérité la place. Et c'est à partir de là maintenant que ceux qui sont venus passent déjà le premier séminaire d'intégration. Le séminaire d'intégration va vous permettre de découvrir l'association, les différents départements, là où vous devez vous épanouir et tout ce qui va avec. Et c'est à partir de là, tout se joue à partir de la première conférence, c'est-à-dire tout le processus peut marquer quelqu'un. Quand vous voyez que quelqu'un se sent vraiment valorisé parce qu'il est passé, il est venu au départ, il a vu comment pendant la campagne, il y avait des milliers de personnes qui étaient intéressées et à la fin, il voit qu'on retient seulement 20, 30, 40, 50, 100 personnes. Il s'est dit que waouh, c'est que je suis bon. Donc à partir de ce moment-là, déjà, quand le processus est bien respecté, c'est-à-dire quand on voit le challenge, quand on voit que pour entrer, on a transpiré, on n'est pas rentré par copinage, ce n'est pas le genre que vient en bas là, il sait que quelqu'un te suit, vient, ou bien ton frère à la maison, tu l'appelles, vient, ta petite soeur, non, c'est pas ça. Tout le monde doit suivre le process. Et quand tu suis déjà ce processus, tu te sens déjà important, tu te sens déjà meilleur. Et après, quand on te présente l'organisation, c'est à toi de choisir là où tu veux partir. Il y a des responsables qui sont là, il y a des coachs qui sont là, qui vont te dire aussi par rapport à ta façon de réagir durant tout le process, ils peuvent te conseiller d'aller dans tel ou tel département. Entrer dans un département à l'AIESEC, ce n'est pas forcément que tu as étudié cela à l'école. Tu peux avoir fait être dans les finances à l'école, mais venir entrer dans le développement RH ou entrer dans le département marketing ou dans le département informatique et que sais-je encore, en tout cas, où les échanges. Donc, tout dépend de ce que tu veux, tout dépend de comment tu vois les choses, tout dépend de l'expérience que tu veux ajouter à ce que tu as déjà, ou soit tu veux te perfectionner dans ce que tu as déjà, ou soit tu veux ajouter quelque chose de nouveau dans ce que tu es en train de faire. Donc, voici un peu comment on évolue. Et donc, le bureau, avant de recruter, le bureau doit être sûr qu'ils ont besoin de tel nombre de personnes. On ne recrute pas pour recruter, on recrute parce qu'il y a un besoin. On recrute parce qu'il y aura des projets à conduire, on recrute parce qu'il y aura des positions de leadership à ouvrir pour donner l'opportunité aux gens. On recrute parce que il y a beaucoup de choses qu'on veut transmettre, on veut laisser l'héritage, on veut vraiment créer des actions de changement. Par conséquent, on a besoin de personnes pour pouvoir avancer. Alors, lorsque vous avez été recruté et lorsque vous entrez chacun dans son département, à partir de ce moment-là, chaque département doit pouvoir fonctionner. Chaque département étant autonome doit pouvoir réaliser toutes sortes d'activités, c'est-à-dire les réunions. Donc, du coup, tous ceux qui entrent vont travailler dans le département qu'ils ont choisi. Et au-delà des départements, il y a maintenant les activités du bureau, c'est-à-dire des formations, des visites d'entreprise, des coachings, des partages d'expériences, la réception de stagiaires qui est aussi notre source de motivation. Et quand vous êtes en fin pratiquement de process, c'est-à-dire si vous êtes en train de finir vos études, de la même façon vous vous organisez pour pouvoir aussi aller faire un stage à l'international dans l'un des pays membres de l'AIESEC. Plus précisément, je pense 128 pays dans le monde.
Donc, comment faire pour pouvoir maintenir ou retenir nos membres? Ça, c'est une question qui revient chaque jour. Je voudrais déjà encourager les membres, surtout les présidents, les vice-présidents de talent management, pour leur dire que ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué, comme je l'ai dit. Il faut que chaque personne qui entre à l'ASEC, chaque personne que vous recrutez, soit affectée à un département qui le passionne ou à un projet qui le passionne et tout ce qui va avec. Déjà, un éclaircissement. Il y a beaucoup de LC qui ont fait beaucoup d'erreurs avec les P-Box, vous savez. En 2005, lorsque nous avons introduit le P-Box avec notre directeur Afrique, Edison Dos Santos, c'était dans l'optique de pouvoir faire des leaders dans des domaines bien pointus, c'est-à-dire P-Box, des Project Based on Exchange. C'est des projets qui devaient nous permettre de faire partie des gens à l'international et recevoir aussi des gens de l'international. Et c'est des projets qui avaient attrait à notre environnement, sur le VIH-Sida, l'environnement, le tourisme, l'entrepreneuriat et toute autre activité que les gens peuvent créer. Voilà. Donc, avant de pouvoir faire partie vos membres dans les équipes de projet, ils doivent d'abord appartenir aux différents départements qui existent. Ça veut dire quoi? Si vous avez recruté les gens, d'abord les gens entrent dans les départements. C'est-à-dire ceux qui veulent entrer dans le département comptabilité, financement là-bas, IR, talent management, communication, information, échange, outgoing, incoming, relations extérieures, voilà. Je crois que j'ai déjà tout cité, voilà. Et quand vous avez tous vos membres qui sont d'abord dans ce département-là, ils sont sous l'autorité d'un vice-président, d'un VP, vous voyez. Donc, une fois que ces membres sont là-bas, c'est quand vous êtes sûr qu'ils sont déjà bien intégrés dans les départements et qu'ils commencent à comprendre ce que le département fait, c'est à partir de ce moment-là que vous ouvrez les postes pour les projets. Ça veut dire que quand vous avez les projets qui sont lancés, alors si quelqu'un doit être dans le projet en tant que IA, il doit venir du département des IA. Donc le VP IA doit pouvoir permettre à ses membres, ceux qui sont vraiment prêts à aller dans ces projets pour conduire ces projets, parce que ces projets sont source d'entrée d'argent. Donc il faut des gens qui comprennent vraiment comment ils vont travailler, comprennent le cahier de charges et tout ça pour permettre au LC de pouvoir avancer. Donc c'est très 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 important cette étape-là, parce que si vous ne faites pas ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire ce que je suis en train de vous donner comme conseil, si vous ne le respectez pas, quand vous recrutez des gens et vous les mettez directement dans les projets, après les projets, c'est-à-dire les équipes de projets deviennent des conflits avec le bureau local. Ça veut dire quoi? Un président de projet, de fois, il a tendance à se comparer au LCP. Un vice-président de projet a tendance à se comparer à un VP. Non. Et c'est à partir de ce moment-là, il y a un manque de respect. Si les VP des LC ne sont pas charismatiques, automatiquement, les autres vont prendre les décisions. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment faire attention déjà à partir de ce moment-là pour que tout le monde d'abord soit dans les départements avant que les VP leur donnent l'autorisation d'aller apply pour entrer dans les projets. Comme ça, si je suis dans un département, je fais d'abord partie d'un département. Quand je pars dans un projet, je rends aussi compte à mon vice-président. Même si je suis président de projet, je suis rattaché à mon vice-président local à qui je rends compte. Donc, ça nous permet de vraiment avoir toute cette chaîne-là et on peut savoir ce qui se passe. Sinon, les projets vont se faire là-bas, le LC, IB sera là en train de souffrir avant d'avoir les informations concernant les projets. Pourtant, les projets sont lancés par les IB pour que les membres puissent avoir des postes de leadership. Donc, quand c'est fait, une des choses aussi très importantes, c'est la formation. Il y a tout un plan de formation qui doit être mis en place pour les nouveaux venus. Quand les membres arrivent, il faut que vous les formiez. Il faut que vous les prépariez d'abord à la gestion du temps, à savoir rédiger les rapports, les PV de réunion, à savoir conduire les réunions, à savoir gérer des projets, à savoir aller
démarcher, à monter des dossiers de candidature, enfin de proposals pour les projets, tout ça. Tout ça, ce sont des formations qu'il faut donner, des formations sur le leadership, des formations sur la gestion de temps, la prise de parole, et tout ça. Vous devez faire ces genres de formations. C'est très important. Et n'oubliez surtout pas, il faut qu'il y ait des cours d'informatique et des cours d'anglais. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses pour plaire aux gens. Je ne peux pas être à l'AISEC et je ne sais pas parler l'anglais parce que la langue officielle de l'AISEC, c'est l'anglais. Donc, normalement, quand vous recrutez un membre, s'il ne sait pas parler l'anglais, il ne devrait même pas passer. S'il passe, c'est parce que vous allez faire un programme d'anglais pour qu'il puisse aussi apprendre à parler. Ça, c'est un challenge. Donc, quand je sais que je rentre dans l'association pour qu'à la fin, je pourrais parler anglais, ça me motive. Quand je sais que si je rentre dans l'association, je saurais utiliser l'Internet, je saurais utiliser Word, Excel, PowerPoint et tout ça. C'est extraordinaire. Et quand je sais que je peux avoir des formations, alors c'est extraordinaire. Maintenant, ce qui peut être encore hyper extraordinaire, il faut que vous compreniez que toutes ces personnes-là sont des étudiants. Leur premier objectif, c'est de valider leurs UV, ce pourquoi ils sont venus à l'université. Par conséquent, quand vous recrutez vos membres, vous devez aussi les aider à s'intégrer au sein de l'université. C'est-à-dire quoi? S'il y a quelqu'un qui est en économie, mais il y a des gens qui sont déjà en première, en deuxième année, troisième année d'économie. Donc, ce que vous faites, vous créez aussi des groupes de travail pour permettre à ces personnes de comprendre les cours, pour leur permettre de pouvoir être en avant aussi sur ce qui se fait. Sinon, ça ne sert à rien d'être dans une association et puis d'être dernier, chassé à l'école parce que tu es en train de faire AISEC. Non, AISEC, c'est pour des leaders, c'est pour des gens intelligents, c'est pour des gens cracks, c'est des gens super organisés, planifiés. Parce que nous, à notre temps, ce qu'on faisait, on s'arrangeait pour valider tous nos UV au premier semestre et on avait le deuxième semestre pour vraiment courir, voyager et faire toutes nos activités. Donc, on a besoin des gens intelligents. Et pour être intelligent, il faut être coaché. Donc, quand les étudiants arrivent, vous devez pouvoir connaître les différents départements et à partir de là, vous devez pouvoir leur affecter des aînés qui vont les accompagner durant leur cursus scolaire. Donc, quand je sais que je peux venir à l'AISEC faire mes devoirs, avoir quelqu'un qui va m'expliquer le cours, ça m'intéresse. Je serai là, je vais venir. Maintenant, au-delà de ça, il faut vraiment créer beaucoup d'activités. Il faut que l'anniversaire de quelqu'un soit la joie de tout le monde. Il faut que qu'on ait des moments de fête. Quand il y a Noël, que AISEC organise une activité de Noël pour tous ses membres. Et c'est comme ça. Voilà. Donc, tous les projets, toutes les activités doivent être conduites dans ce style-là. Donc, il faut pouvoir créer vraiment beaucoup d'activités pour pouvoir les motiver à rester et les occuper. C'est très important. Maintenant, c'est pas parce qu'on est dans un département qu'on ne doit pas pouvoir aller voir ce qui se fait ailleurs. Il faut aussi être motivé à partir. Merci. Et aussi, il faut pouvoir encourager les membres, les meilleurs membres, les membres les plus présents, les membres qui participent beaucoup, les membres... En fait, il faut pouvoir créer des prix pour les encourager. Il faut pouvoir rechercher des financements pour leur permettre de voyager. C'est-à-dire quand il y a une conférence, puisqu'on sait déjà tout à l'avance, quand il y a une conférence, ensemble, le bureau doit pouvoir mettre une politique en place, monter des proposals, aller rechercher des financements. Si par exemple, dans mon comité, on a pu avoir 100 000 francs comme financement et il y a 10 personnes qui veulent partir à une conférence, la conférence revient peut-être à 25 000 francs par personne. Avec les 100 000 francs qu'on a eu, si on peut supporter chacun, vous voyez que ça réduit un peu les charges et ça encourage les gens à pouvoir partir. Donc, il faut vraiment créer ce lien, cette familiarité-là. Il faut pouvoir créer et donner envie aux gens de se sentir en famille. Tant que je me sens en famille, je serai vraiment protégée. Au contraire, même, ça sera vraiment plus sécurisé, même pour un jeune, de pouvoir appartenir à cette famille AISEC ou toute autre association qui vraiment permet de se développer, se découvrir les talents. Et donc,
on est fiers d'être dans cette association parce que tout est là, tout est là. Et beaucoup sont venus là, beaucoup ont eu tout ce qu'ils voulaient là, jusqu'aux femmes qui se sont mariées là, ils ont eu les maris là. AISEC a permis aux gens d'avoir des femmes blanches, des femmes chinoises, japonaises, sénégalaises, coréennes, et que ces gens canadiennes, américaines, vraiment, il y a vraiment ce brassage culturel là qui facilite les choses. Pourquoi? Parce qu'on passe tout le temps ensemble et parce que quand on a une vision plus poussée, plus développée, c'est difficile d'aller chercher un partenaire ou une partenaire qui ne voit pas comme nous. Ce qui fait que en tant que leader, quand on a développé vraiment les compétences, on a envie d'avoir quelqu'un qui peut nous comprendre, quelqu'un qui est prêt à partager ce que nous vivons. Donc, si vous n'avez pas d'activité intéressante, les membres vont partir. Si vous ne tenez pas compte de leur centre d'intérêt, ils vont partir. Il y a des gens, je me rappelle très bien, il y avait des gens qui étaient, par exemple, dans nos différents comités, ils n'étaient pas trop intéressés par beaucoup de choses. Il y a des gens qui aimaient bien les fêtes. Alors, quand quelqu'un aime la fête, pourquoi tu veux le chasser? Tu vas dire, ah non, lui ne fait rien, non. S'il aime la fête, alors il y a une partie festive au niveau de l'AISEC, c'est-à-dire à ces personnes, à vous leur confier la gestion des stagiaires qui arrivent. Comme ils aiment bien la fête, ils vont organiser les fêtes pour ces personnes, ils vont organiser les sorties pour ces personnes, des visites et tout ça. Il y a des gens qui sont là, ils aiment bien aller en entreprise, c'est-à-dire aller rencontrer des gens. Alors, mettez-les dans les relations extérieures et allez avec eux en entreprise. Moi, je me rappelle qu'il y avait même des gens qui n'étaient même pas membres de AISEC, surtout de belles filles qui venaient, qui accompagnaient les membres du bureau pour aller décrocher des marchés parce qu'elles étaient belles. Et quand elles arrivent avec la beauté, tout vraiment, des fois, c'est difficile de leur refuser les contrats. Donc, vous voyez, c'est pour dire que tout est fait pour que les membres se sentent à l'aise. Qu'est-ce qui fait aussi que les gens sont contents? Il faut vraiment que l'esprit AISEC soit là. Il faut vraiment qu'on sente que vous êtes différent, qu'il y a quelque chose de nouveau. Quand on était à l'AISEC, vraiment notre bureau national, je me demandais si c'était des étudiants parce qu'ils étaient tout le temps en veste. C'était en costume, bien habillés, cravate. Quand sur le campus, on voyait des gens venir en sandales, des chemises, des t-shirts de tout genre que je ne peux même pas expliquer. Pour des gens qui sont censés être les leaders de demain, pour des gens qui sont censés être ceux-là qui vont venir travailler demain, des étudiants. C'est pas parce que vous êtes étudiant, vous êtes sur le campus que vous allez vous habiller comme si vous allez au champ, bien, je sais pas quoi, comme si vous allez boire une bière. Des étudiants qui viennent en culotte, en sandales, en je ne sais quoi, c'est seulement le jour de leur soutenance maintenant qu'ils veulent mettre la cravate et quand tu les vois, de toute façon ils sont fringués, on dirait des gens qui veulent s'étouffer. Non. Ça, j'ai beaucoup aimé ça à l'AISEC. C'est-à-dire qu'il y avait un code vestimentaire qui était exigé tous les lundis. Tout le monde devait être en tenue corporate, c'est-à-dire belle chemise, cravate, les filles en tailleur. Ça, c'était vraiment super. Ça, c'était super. Donc, on le faisait et il y avait des jours où on imposait que tout le monde doit parler anglais. Alors, tout le monde parle anglais. Il y avait des jours où on dit tout le monde doit être dans un t-shirt AISEC labellisé, alors tout le monde est en t-shirt AISEC et donc ça encourageait, vraiment on se faisait remarquer parce que c'est comme ça que nous aussi on a été attirés parce qu'on voyait tous des gens qui étaient différents, qui étaient bien habillés, qui parlaient bien, qui parlaient anglais. Entre eux il y avait toujours la joie, il y avait des sessions, des formations, ils déplaçaient les directeurs, ils déplaçaient les chefs d'entreprise pour venir dans les locales pour partager leur expérience, ils déplaçaient les aînés pour venir partager leur expérience, faire des sessions de motivation. C'était extraordinaire. Et nous, on regardait ces personnes, on s'est dit, waouh, ça, c'est des gens qu'on veut ressembler. Et donc, vraiment, il faut déplacer les gens. L'université, c'est votre base. L'université, c'est votre lieu d'opération. Alors, à l'université, vous devez faire des choses extraordinaires. Être propre, être bien coiffé, être bien habillé, ça marque, ça attire les gens. Ça attire les gens. Donc, il faut vraiment permettre aux gens de pouvoir le faire. Autre astuce aussi que je veux vous dire, par exemple, pour les anciens qui sont là, quand quelqu'un est là déjà 1 an, 2 ans, donnez-lui l'opportunité d'être mentor d'une nouvelle personne qui arrive. Parce que à un certain moment, il commence à être un peu fatigué. Et quand il y a des nouvelles personnes qui arrivent, et puis maintenant tu dis, bon, toi, tu es mentor de cette nouvelle membre qui vient d'arriver, alors ils se sont importants, ils se sont heureux, là, voilà, ils se jouent maintenant les connaisseurs. Et ça l'emmène à rester. Ça l'emmène à rester.
Et aussi, pourquoi est-ce que, comment planifier son recrutement pour ne pas que ce soit vraiment naze. Vous voyez, le recrutement doit se faire au moins 3 fois l'année. C'est-à-dire, on fait un recrutement en début de mandat pour pouvoir augmenter l'effectif qui est là et travailler sur des projets. Et quand on avance, quand on est en train de finir le premier semestre, vous savez, le taux de rétention c'est pas aussi effectif, c'est pas aussi efficace parce que beaucoup d'étudiants, comme je l'ai dit, si vous n'avez pas un programme de suivi, d'accompagnement concernant leurs études, quand les cours commencent à chauffer, ils commencent à disparaître. Est-ce que vous voyez? Parce que c'est dit que ma priorité, c'est l'école. Donc, quand c'est comme ça, à partir du moment où beaucoup de gens commencent à disparaître, on fait un deuxième recrutement. Et quand on sait qu'il y a de nouvelles personnes qui sont arrivées, il y a des gens qui reviennent. Ah, il paraît qu'il y a de nouvelles personnes qui sont arrivées. Ah, ça encourage. Et ça fait. Donc, il faut vraiment avoir des belles politiques. Il y avait aussi cette politique qu'on appliquait beaucoup. C'est-à-dire, il faut recruter, c'est-à-dire, surtout au niveau des jeunes dames, des jeunes filles. Là où il y a une fille, les hommes vont vouloir venir. Là où il y a des belles dames, il y a les hommes qui veulent venir. Alors, quand vous recrutez, si vous savez que vous allez recruter 50 personnes, mais d'après vous recrutez soit 30 filles, 20 garçons. Et quand il y a beaucoup de filles, vous allez voir que les gens vont visiter, les gens vont venir. Même si vous envoyez même, je ne sais pas quoi,